BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Edwige Chevrillon. Un grand témoin ce soir dans le Grand Journal, c'est Thierry Lepant. C'est lui qui va prendre les rênes de la CGT. Vous avez été désigné, Thierry Lepant, enfin, j'ai envie de dire, pour succéder à Bernard Thibault. Beaucoup d'actualités, évidemment, actualité sociale, actualité économique. On va commencer d'abord par cette lettre. La CGT a déjà répondu par la voix de Bernard Thibault, mais je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Lettre de président de Titan, Arnaud Montebourg, pour expliquer pourquoi il ne voulait pas reprendre les sites d'Amiens de Goodyear. Et il a dit, qu'est-ce que c'est que ces dingues de syndicalistes? Qu'est-ce qu'ils ont de leur côté? Ils ont le gouvernement. Thierry Lepant, est-ce que c'est peut-être l'image qu'on peut avoir de la France à l'étranger, non? Non, je pense pas. Je pense que c'est une lettre d'insulte. Appelons les choses par leur nom. Et à ce point de vue, elle est inacceptable. Elle est inacceptable pour la France. On ne peut pas laisser quelqu'un, quel qu'il soit, insulter la République, son gouvernement, ses ministres. Elle est inacceptable pour les salariés de Goodyear, qui voient bien que l'offre Titan, comme on l'a appelé, n'a jamais en fait existé. Voilà, ça a été un leurre pendant quelques mois. Et puis elle est inacceptable pour le syndicaliste que je suis. On représente plus de 80% au sein de l'entreprise, le premier syndicat du pays. Dire que les salariés ne font rien, travaillent 3 heures par jour, sont trop payés. Bon, je pense que la limite a été dépassée. Et à mon avis, c'est pas une réponse du ministre qui est nécessaire. C'est une réponse du président de la République qui doit faire respecter les citoyens de son pays. Donc vous dites, parce qu'Arnaud Montebourg a indiqué à la sortie du Conseil des ministres et de Matignon, on va répondre par écrit, je vais lui répondre par écrit, vous dites c'est pas suffisant, il faut que ça soit le président de la République. L'attaque est d'une telle ampleur qu'à mon avis, c'est François Hollande qui doit répondre. Voilà. C'est pas une guerre d'ego entre un patron outre-Manche et un ministre. Il a insulté notre pays, il a insulté les Français, il a insulté les salariés. Ça mérite une réponse à la hauteur de l'insulte qui est inacceptable. En même temps, Thierry Lepant, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur qu'est-ce qui s'est passé sur ce site d'Amiens Nord, sachant que Amiens Sud, justement, il n'y a pas eu les mêmes réponses syndicales. Et je recevais ici différents syndicalistes, dont Maïd Defo, qui disait quand même, sur Amiens Nord, il y a peut-être des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Oui, enfin, notamment la politique de votre leader syndical. Notre syndicat, c'est pas le leader. On a un syndicat puissant. On fait 86% des voix aux élections. On fait 86% des voix aux élections. Et le projet d'accord a été soumis aux salariés qui l'ont de manière très majoritaire refusé. Voilà. Ce projet d'accord, c'était en fait, il faut travailler plus, il faut travailler en horaire décalé, il faut accepter de gagner moins pour une garantie d'emploi, peut-être. Voilà l'objet de l'accord. Et derrière ça, on avait y compris un repreneur, Titan, dont on voit quel est le personnage aujourd'hui, qui nous disait nous on est prêt à en reprendre la moitié, mais alors là l'autre moitié on n'en veut pas, quoi. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, quoi. Donc je pense que d'une part il y a un climat social entre entreprises qui est pas forcément à la hauteur de ce qui est souhaité aujourd'hui dans notre pays. Bon. D'accord, donc vous le reconnaissez quand même. Ah mais quand je parle de climat social, c'est les relations entre l'employeur et les personnels. Bon. Et puis il n'y a pas de projet industriel digne de ce nom à proposer aux salariés, ce qui fait qu'effectivement il y a une situation de blocage aujourd'hui, et il faut trouver des solutions, s'asseoir autour de la table. L'avenir du pneu, c'est quand même pas une mince affaire dans notre pays. Il faut trouver des solutions. Justement, il dit attention, c'est ce qui risque d'arriver à Michelin si ça continue. Donc là, c'est embêtant parce que c'est beaucoup d'emplois en France. Oui, il y a une véritable offensive, il y a une véritable menace. Il nous dit d'ailleurs dans la lettre qu'il va produire en Chine, produire en Inde, pour importer les pneus moins cher pour les agriculteurs qui ont envie d'acheter moins cher. Sur le continent européen et notamment dans notre pays. Voilà. C'est pour ça que je disais que ça mérite une réponse politique de la part du président de la République qui doit défendre l'industrie et les emplois en France. Beaucoup de questions, Thierry Lepant. D'abord, merci d'être là. Justement, on va essayer d'aller... Quand on dit que la CGT a une position un peu jusqu'au boutiste, notamment à Goodyear, notamment aussi dans d'autres dossiers, qu'est-ce que vous répondez ? La CGT, elle répond souvent à des questions qui lui sont posées par les employeurs. La CGT n'est pas jusqu'au boutiste. Quand on dit aux salariés, il faut laisser votre emploi, il faut laisser votre temps de travail, il faut laisser une partie de votre salaire, il va falloir qu'on fasse plus à moins nombreux, forcément les salariés sont en droit de refuser ces propositions et de faire des propositions souvent alternatives. Et donc on vit dans un monde où le climat social est aujourd'hui tendu, où l'emploi est cher, où les salaires sont bas dans notre pays. Et donc, il y a besoin de durcir le ton, de faire appel à la mobilisation. C'est d'ailleurs ce que nous faisons le 5 mars prochain, en appelant les salariés à se mobiliser pour ne pas justement que l'accord qui est mauvais pour les salariés soit transcrit dans la loi. L'accord sur la sécurisation de l'emploi, mais en même temps, il faut bien un peu plus de flexibilité. On reparle de tout ça dans un instant. On marque une première pause.
BFM Business, le grand journal, Edwige Chevrillon. Retour dans le Grand Journal donc avec Thierry Lepant, successeur désigné pour prendre la place de Bernard Thibault à la tête de la CGT. On va revenir sur les propos puisqu'il dit dans cette lettre, il dit attention, il travaille 3 heures, il prend 1 heure de pause et après il discute et puis après il retravaille éventuellement. On va regarder un peu le temps de travail justement avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. Alors, est-ce qu'on travaille finalement, est-ce qu'on travaille pas beaucoup en France, comme le dit le patron de Titan, ou au contraire, est-ce qu'on travaille comme ailleurs? Alors, je vais droit au but en vous donnant quasiment 3 chiffres. presque même le seul chiffre qui compte, parce qu'on regarde beaucoup les temps par semaine. On regarde Thierry Lepant qui a pris son crayon pour voilà, alors en fait, en gros, si on prend les statistiques de la Commission européenne et d'Eurostat, par semaine à temps complet, en France, on travaille 38 heures, ce qui est très peu sur l'ensemble des pays européens. On est quasiment les avant-derniers. En revanche, à temps partiel, on est parmi ceux qui travaillons le plus, 22h30 par semaine, ce qui fait que ça nous met dans les 10 premiers sur la quarantaine de pays européens. Au total, si on prend en compte tous les salariés, temps partiel et plein emploi, et temps complet, 35,2 heures. Il n'y a que 9 pays en Europe qui travaillent moins que nous. Mais vous allez me dire, la semaine c'est bien beau, il faut intégrer les jours de congé, il faut intégrer les jours fériés, etc. Et si on regarde le nombre d'heures travaillées sur l'année par l'ensemble des salariés, eh bien là, on s'aperçoit de quoi? Eh bien que finalement, et là ce sont des statistiques de l'OCDE, eh bien on s'aperçoit que les Français, effectivement, sont quasiment ceux qui travaillent le moins au monde dans une année, 1476 heures par travailleur et par an. Il n'y a que les Néerlandais, les Norvégiens et les Allemands qui travaillent moins que nous. Les Américains travaillent 1787 heures, c'est-à-dire presque 300 heures de plus. Si on travaillait autant que les Américains, on aurait 20% de plus de richesse par habitant créée chaque année. Je termine juste en disant que si les Français ne travaillent pas plus, après, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le travail ou est-ce que c'est parce qu'on a des conditions qui font qu'ils ne travaillent pas beaucoup, ou on a choisi? C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, évidemment. Il ne s'agit pas de dire que les Français sont des feignants, bien sûr. Thierry Lepant, quand même, c'est vrai qu'on ne travaille pas beaucoup, finalement. Il a peut-être raison, ce patron. Je ne sais pas, vous, moi, beaucoup, oui. Ouais. Le temps de travail légal dans notre pays, il est 35 heures par semaine. Ouais. Le monsieur vient de nous dire qu'on travaille déjà 38. Ça veut dire qu'on travaille en moyenne 3 heures de trop par rapport à la durée légale du travail. C'est une réalité accablante, mais c'est une réalité. Il faut aussi regarder la productivité horaire. Notre pays fait partie de ceux qui ont une productivité horaire du travail supérieure, y compris l'OCDE le dit, supérieure à la moyenne des autres pays d'Europe. Et il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui 70% des salariés disent que les conditions dans lesquelles ils exercent leur travail ne sont pas satisfaisantes. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un mal-être aujourd'hui au travail et ça nous pose effectivement quelques difficultés quand on dit aux gens travailler plus, quand les conditions de travail sont terribles et que les salariés n'arrivent pas à faire le travail pour lequel ils sont rémunérés. La question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui on est dans un monde de plus en plus flexibilité, c'est ce que réclament les entreprises, et on voit bien avec cet accord sur la sécurisation de l'emploi, c'est ce qu'ont obtenu le patronat. Vous refusez cet accord, vous allez même manifester avec Force ouvrière la veille du Conseil des ministres, je crois que c'est le 5 mars prochain. Le 5 mars, oui. Mais en même temps, on voit bien que cette rigidité dans les horaires, dans le temps de travail, cette rigidité dans l'entreprise, finalement ça se retourne contre le salarié. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter un peu de flexibilité ? Mais écoutez, je crois qu'il suffit de tourner les pages du Code du travail pour s'apercevoir que beaucoup de dispositifs existent déjà aujourd'hui pour adapter le temps de travail à la situation économique de l'entreprise. On a les mesures de chômage partiel, on peut passer des semaines souples à des semaines plus longues. Il y a tout un panel aujourd'hui qui peut être discuté déjà dans l'entreprise pour essayer d'ajuster le temps de travail à la production. Donc là, vous dites bien, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Non, il faut aussi que les entreprises puissent avoir des prévisions plus fiables que celles qu'elles ont aujourd'hui et ne se projettent pas non plus à la semaine ou au mois. Il y a des grands groupes industriels qui aujourd'hui ont fait les efforts nécessaires pour annualiser le temps de travail avec l'accord des personnels. Personne n'en parle, mais ça existe dans notre pays aujourd'hui. C'est la preuve que c'est possible. La question de l'accord tel qu'il nous est posé et de la loi, c'est que c'est effectivement plus de flexibilité. C'est une priorité de l'accord sur la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi qui est protectrice pour le salarié, demain pourra être amoindri par un accord d'établissement, ce qui pose la relation de l'égalité du traitement des citoyens dans notre pays.
Mais en même temps, lorsqu'on voit, c'est vrai qu'on se pose un peu votre stratégie, hein, Thierry Lepant, puisque c'est vous qui allez conduire la CGT, dans ce climat social extrêmement tendu, vous avez même employé le mot de colère sociale, hein, donc c'est un mot très fort. Quelle est un peu votre stratégie syndicale? Écoutez, pour l'instant, nous avons participé à l'ensemble des négociations, que ce soit avec le patronat ou avec le gouvernement. Nous avons posé à chaque fois sur la table nos revendications, notre vision, nos perspectives, nos propositions. Il se trouve que dans les accords tels qu'ils ont été acceptés par d'autres syndicats de salariés, on n'y retrouve pas ce qu'on avait souhaité, ce qui nous a conduit, et je le regrette, comme tous les camarades de la CGT, à ne pas signer cet accord. Bon, après, le gouvernement nous dit il y a un accord qu'on qualifie, nous, de minoritaire, parce qu'il l'est dans les faits, qui va être transcrit dans la loi. Nous voulons peser sur les députés pour que demain, la loi ne soit pas le reflet de cet accord qui n'est pas favorable aux salariés. Oui, vous allez rencontrer les différents groupes parlementaires à l'Assemblée Oui, nationale. ça a commencé déjà depuis quelques ça, semaines. oui. On a aussi distribué un tract à 2 millions d'exemplaires dans le pays pour alerter les salariés du pays sur qu'est-ce qu'il y a concrètement dans l'accord, parce que tout le monde parle de l'accord et peu de gens se rendent compte de ce qu'il y a à l'intérieur même de l'accord. Et puis nous allons engager un processus de mobilisation pour qu'effectivement la loi ne reprenne pas les termes de Qu'est-ce qu'il faut faire l'accord. pour que le climat social en France s'améliore, le dialogue social, parce que c'est quand même notre problème en France, non? Il y a un dialogue social aujourd'hui, mais bon qui est soumis, Bah, oui, on mais qui est cherche, soumis, hein. mais qui est soumis à contraintes. Quelles sont les contraintes? C'est d'une part le niveau exigé des actionnaires en termes de rentabilité, c'est le taux de chômage qui aujourd'hui progresse, et puis c'est l'insécurité sociale qui aussi est dominant dans la vie des salariés. Quand on parle moins d'allocations familiales, moins de retraite, moins de salaire, plus de travail, c'est pas les conditions ne sont pas réglées dans le pays aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une discussion sociale apaisée. Est-ce que vous pensez que les accords qui sont négociés chez Renault, les accords de compétitivité, donc visiblement ils n'ont pas encore été entérinés, hein. En tout cas la discussion s'est terminée hier soir, est-ce que c'est déjà un premier pas ou pas? C'est pas un bon accord. L'accord de chez Renault, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il prévoit le gel des salaires. Ça veut dire que les salariés, en fin d'année... Est-ce que ce n'est pas l'avenir de Renault qui est en jeu? Ça veut dire qu'en fin d'année, le salarié aura moins de revenus que l'année précédente. C'est ça que ça veut dire. Bon. Ça veut dire aussi une augmentation du temps de travail. Ça veut dire aussi une productivité accrue. Puisque vous avez remarqué comme moi que le nombre de voitures à produire est le même. Et on va le faire avec 7500 salariés en moins. Ça veut dire que les conditions de travail vont à nouveau être dégradées. Ce n'est pas un bon accord. Mais est-ce que la clé, il n'y a pas la survie? On voit ce qui se passe chez PSA, Peugeot, Citroën. Est-ce qu'il n'y a pas la survie de Renault qui est en jeu? Mais vous avez vu, comme moi aussi, que l'ensemble des gains escomptés par la direction de groupe Renault, c'est 300 € à terme par voiture, si tout va bien. 300 €. Bon, c'est ça l'économie dont il s'agit de la part de la direction Renault. Bon, 300 € aujourd'hui sur le prix d'une voiture. Quand on négocie un peu le prix de sa voiture, on obtient 10, 15, 16% de réduction. On voit bien il y a loin de la coupe aux lèvres. Oui, mais en même temps, on voit bien qu'une Clio fabriquée en Turquie, ça coûte 2000 € moins cher qu'une Clio, vous avez raison, hein, quelque part, fabriquée ici en France. Oui, oui, il faut l'accepter. Voilà. Il faut l'accepter et donner du pouvoir d'achat aux salariés pour qu'ils puissent se payer les voitures dont ils ont besoin. Là, vous savez, vous êtes sur la chaîne de l'économie, Thierry Lepant, on parle beaucoup d'entreprises, on parle de politique économique. Vous avez comparé la politique économique de François Hollande avec la politique de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'était pas un peu une caricature très rapide? Non, j'ai la phrase exacte, j'ai considéré, et je maintiens, qu'au regard de la question du coût du travail, François Hollande a la même politique, la même définition que celle de Nicolas Sarkozy. Voilà. Ils ont fait tous les deux une obsession de la question du coût du travail. Alors que pour nous, le travail, c'est une valeur, c'est quelque chose qui apporte du bien à la société tout entière, et pas seulement aux salariés. Et donc je pense que ce clivage qu'il y a aujourd'hui entre nos différents gouvernants et notre syndicalisme, il est bien réel, et il faudra un jour ou l'autre discuter des revenus du travail, mais aussi des revenus du capital. En même temps, est-ce qu'il faut changer de politique économique? Est-ce qu'il faut une politique plus à gauche pour vous ou pas? En tous les cas, avec celle qui est conduite par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault? Oui, nous demandons, nous, à ce qu'il fasse la politique pour laquelle il a été élu. Vous avez comme moi en mémoire les promesses des campagnes électorales sur le salaire, sur la précarité, sur l'emploi, sur la jeunesse, sur les conditions de vie et de travail des salariés. Il faut que ce gouvernement fasse la politique pour laquelle il a été élu. Thierry Lepant, vous restez avec nous. On va prendre la direction des infos tout de suite. Et puis nous rejoindra Alain Dinin, le président de Nexity. Avec lui, on parlera de logement. BFM Business, le grand journal, Edwige Chevrillon.
Un grand journal avec Thierry Lepant, donc le futur leader de la CGT, et Alain Dina, le président de Nexity, qui nous a rejoint. Alain Dina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Peut-être vous avez plus des résultats, mais plutôt des bons résultats, même si vous êtes un peu inquiet malgré tout. On va nous expliquer pourquoi. La politique du logement, est-ce qu'elle vous convient? L'absence de construction de nouveaux logements. On revient sur toutes ces questions, mais Thierry Lepant, je voudrais quand même une réaction. Vous avez écouté le journal de l'économie, vous avez entendu ce qui se passe chez France Télécom, le Crédit Agricole, ce qu'annonce à l'instant le groupe Saint-Gobain. On a le sentiment que là, on rentre dans le dur et que les résultats des entreprises sont quand même très mauvais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a une avalanche de restructuration plus ou moins violente, plus ou moins annoncée. Bon, il y a une part dans ces annonces de tactique boursière. Vous avez vu les courbes. On annonce des plans de restructuration, le cours de la bourse monte. Pendant qu'il y en a qui vont souffrir, il y en a qui vont se faire pas mal de bénéfices. Bon. Et puis il y a une absence, je le dis, il y a une absence de politique industrielle dans notre pays qui aujourd'hui est préjudiciable au maintien d'une économie basée sur le réel et non pas sur le virtuel. Donc pour vous, il n'y a pas une réalité, il n'y a pas une réalité économique. Ah mais si madame, nous sommes en pleine crise, voilà, une crise dure, une crise qui perdure, dont on connaît la cause d'ailleurs en partie. Bon, le problème c'est que l'ampleur de la crise n'est pas qualifiée aujourd'hui par ce gouvernement et les mesures qui pourraient permettre de sortir de la crise ne sont pas prises. Par exemple, nous pensons aujourd'hui, nous, que la question du salaire, du niveau du salaire dans le pays pour donner du pouvoir d'achat et permettre de relancer la machine économique est une question essentielle. Au-delà de ça, on dit qu'on va abaisser les retraites, qu'on va diminuer les prestations versées aux familles et qu'il faut travailler plus pour gagner moins. Et donc on fait des choses qui sont inverses par rapport aux besoins de notre économie et du pays aujourd'hui. Alain Dina, vous avez donc annoncé des résultats qui sont pour le coup pas trop mauvais. Hein. Vous êtes plutôt inquiet un peu sur le marché du logement neuf, mais en même temps, on voit bien que Nexity s'en sort plus ou moins. Juste par rapport à ce que disait Thierry Lepant, là, j'imagine que vous n'êtes pas complètement d'accord, mais est-ce qu'il n'a pas raison, la question de pouvoir d'achat? Parce que vous, c'est votre business. Hein. Si les gens ont pouvoir d'achat, ils peuvent acheter des logements neufs. Hein. Oui, alors effectivement, on échangeait hors antenne sur il faudrait, si le pouvoir d'achat des gens augmente, ils pourront acheter plus facilement. Je serais plutôt, moi, sur l'idée qu'il faudrait essayer de réduire le prix de revient des logements. Mais lorsqu'on parle de l'emploi, et on se disait que là, il y avait pas mal de mauvaises nouvelles sur l'emploi, et c'est un drame pour tout le monde, on peut avoir l'idée, ce que vous évoquiez il y a 2 secondes, que c'est un sujet boursier, que c'est un problème d'actionnaire. Je le prends sur le sujet du logement strictement. L'année 2012, on va fabriquer 300 000 logements en France. On aurait besoin d'en fabriquer 500 000. On en fabrique 60, on va en mettre en chantier début 2013, 60 000 de moins qu'il y a 2 ans. Un emploi dans le bâtiment, un logement, c'est 1,8 emploi du bâtiment. Avec d'ailleurs toute une population, c'est français, disons, on n'est pas dans de la fabrication de produits à l'étranger qui viennent être importés ensuite. Donc c'est très local. Ça veut dire que, effectivement, si le gouvernement ne prend pas un certain nombre de mesures, et là je ne suis pas sur le pouvoir d'achat, je suis sur la production de logements, que ce soit du logement social ou de la maison individuelle ou du logement résidentiel. C'est ce qu'avait promis en tous les cas, c'est le plan Duflot. Hein, c'est le plan Duflot d'ailleurs, sur lequel on peut dire qu'elle a déjà fait un certain nombre d'actions, elles ne sont pas suffisantes. Eh bien, ces 60 000 logements, ça va faire, à partir de mars-avril, 1500 postes de supprimés mécaniquement dans le BTP. Et là, on ne va pas être sur du pouvoir d'achat, on ne fabrique pas assez de logements, donc on peut pas, on va pas mettre 5 employés sur un logement là où on en mettait 1,8. Donc il y a un vrai sujet de ce côté-là. Et compte tenu du fait qu'on n'a pas de permanence dans les lois, qu'on n'a pas une stratégie long terme, les entreprises du bâtiment, et nous ne sommes pas, nous, entreprises du bâtiment, nous ne sommes que le donneur d'ordre aux entreprises du bâtiment, ont énormément de mal à avoir un plan d'action. Un programme. Si par exemple aujourd'hui... En plus avec les collectivités locales dont les investissements sont en train de se réduire. Si on se disait, voilà, il y a un plan long terme qui va donner ses effets petit à petit avec des actions immédiates et des actions plus long terme, je suis absolument persuadé que l'ensemble de la chaîne du bâtiment ne débaucherait pas et ferait plutôt au minimum le maintien de l'emploi pour se dire qu'on va fabriquer 30 000, 40 000, 50 000 logements de plus l'année prochaine. Malheureusement, les décisions dans ce domaine sont lentes à prendre et on a un problème de temps. Hein, je pense que dans les négociations que vous avez, etc., il y a un élément de temps. Et depuis 2007, parce qu'au fond,
Le gouvernement actuel n'a fait qu'hériter du gouvernement passé et que sur les sujets du logement, tout ça c'est un peu la même chose. Président Sarkozy disait 500 000 logements, Hollande dit 500 000 logements, on dit la même chose et au fond, plus ça va, plus ça baisse. Personne n'a raison parce Et on ne le fait jamais. Et oui, Voilà. et bon, Et on en ne les voit fait, jamais. et en On n'en fait, voit jamais la couleur. avant le problème du pouvoir d'achat, parce que je pense qu'il y a un problème effectivement de prix de revient, avant le problème du pouvoir d'achat, il y a la décision politique de savoir est-ce qu'on construit, dans quelle zone on construit, de quelle façon on construit, quel est le droit de l'urbanisme qu'il faut modifier et à quel moment faut-il le faire. Donc Cécile Duflot assez courageusement avait dit je m'empare du sujet du logement et du droit de l'urbanisme pour mars-avril de cette année et puis la programmation politique fait qu'on va en parler en septembre-octobre. Ben, ces 7-8 mois-là vont faire que 2013 ne sera pas meilleur que 2012, voire même un peu moins bon. Parce qu'en plus, il y a l'inquiétude. Et que donc, du coup, on n'aura toujours pas cette reprise de la construction qui est très pourvoyeur d'emploi et qui crée surtout un effet booster de l'ensemble du moral des Français sur l'activité. Ce que disait Thierry Lepant tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème de bulle spéculative autour de l'immobilier. Non, il n'y a pas de bulle spéculative sur l'immobilier. C'est une erreur c'est une erreur de raisonnement. Une bulle spéculative, c'est lorsque vous avez une offre forte à un prix pas acceptable et une demande faible. Non mais c'est ça la bulle. La bulle c'est... Bon, là on n'a pas d'offre. La question n'est pas d'avoir une bulle spéculative, la question c'est qu'on ne produit pas assez de logements neufs. Parallèlement, on a toute une masse de population qui arrive dans les villes, puisqu'on parle essentiellement des grandes zones urbaines. Cette masse de population a besoin de se loger. Comme elle ne trouve pas de logement neuf à prix abordable, eh bien elle va sur ce qui existe. Et comme ce qui existe est un endroit fermé, s'il y a 2 logements à vendre, bah, ça sera le plus cher qui vendra, et que c'est des sujets qu'on ne peut pas réguler. Donc la seule façon de réguler les prix du logement, c'est de produire plus de logements neufs, c'est-à-dire d'assouplir les règles, de faire baisser les prix de terrain, de cantonner y compris la marge des opérateurs, et de se poser la question de savoir comment toute la chaîne peut devenir vertueuse. Alain Dinin, on doit marquer une petite pause, on se retrouve. Voilà. BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Edwige Chevrillon. Dernier tout petit quart d'heure avec Thierry Lepant et Alain Dinin. Juste Alain Dinin, est-ce qu'il faut puiser dans l'assurance vie pour financer l'immobilier ou pas? Il ne s'agit pas de puiser dans l'assurance vie. Non. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, ça peut être un bon placement pour l'assurance vie et que ça peut répondre à un besoin à condition qu'on trouve un système qui permette de mettre en location à des prix de ce qu'on appelle le loyer intermédiaire, c'est-à-dire le besoin de logement des ménages aux revenus moyens, qui ne sont pas éligibles au logement social. Donc vous soutenez le gouvernement dans cette initiative? C'est une bonne idée, je la soutiens, mais il ne s'agit pas de tordre le bras à personne, il s'agit de donner envie. Donc pour ça, il faut trouver un système qui soit sur la durée. Un des gros problèmes de la France, c'est le changement de loi tout le temps. 18 mois en moyenne pour une loi sur le logement, et puis tous les 18 mois, ça change. Ça ne permet pas de faire un outil de production long terme. Juste dernière question là-dessus, en tous les cas, est-ce que ce qu'on a appelé le Duflot pour remplacer le cellier, est-ce que ça a été efficace ou est-ce que ça ne sert à rien, comme le disait un autre promoteur immobilier à ce même micro? Ah non, je ne dirais jamais que ça ne sert à rien, c'est utile. Prudent. Le cellier de la dernière mouture, que moi je préférerais appeler l'apparu, parce qu'il avait déjà plafonné les loyers, les revenus, il avait recentré l'offre dans les centres urbains où on en a besoin, ce cellier-là et le Duflot, c'est la même chose. Donc on va avoir le même nombre d'investisseurs privés sur le Duflot qu'on en avait sur le cellier, mais ça fait 300 000 logements par an, on en a besoin de 500 000. Donc il faut trouver d'autres pistes. Parce que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord sur l'idée de la bulle immobilière, par contre je suis d'accord sur le fait que les prix sont trop chers. Et pour que les prix sont trop chers, il faut que les terrains baissent, il faut que les promoteurs régulent leurs marges, il faut que l'ensemble de la chaîne se dise au fond, il faut accepter la densité, il faut accepter de construire plus grand, plus rapidement, etc. Essayer d'industrialiser le produit de façon à faire baisser les prix. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des logements ne sont pas compatibles avec les moyens des ménages à l'achat. Et donc, dans les grandes villes, on a des vrais problèmes de logement. Et Thierry Lepant, vous disiez? Il faut aussi augmenter les salaires. Voilà, c'est une vraie question aujourd'hui. Mais par rapport à la politique des logements, le fait qu'on manque de logements neufs et avec le problème du foncier, est-ce que vous êtes pour qu'on débloque cette situation au niveau des collectivités locales, qu'il se passe quelque chose ou pas? Bien sûr, c'est une vraie question. D'ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a rendu un rapport. Vous étiez, bien sûr, qu'il préconise. Donc je ne veux pas dire l'inverse de ce que nous avons voté. Mais
mais il faut que notre pays réfléchisse aux moyens qu'il met à disposition de l'ensemble de la population pour pouvoir se loger. Parce que le logement, c'est aussi le transport, c'est aussi des coûts qui dépendent et qu'il faut bien payer. C'est aussi l'accès aux services publics, c'est aussi la proximité avec peut-être le monde du travail, le monde de l'entreprise. Bon, on a parqué des gens dans des ghettos pendant des années et on se rend compte aujourd'hui que ce n'est plus possible. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut une politique du logement qui soit une politique réfléchie de manière transversale et non pas seulement en termes d'annonces. Voilà. Et rapide aussi, parce que tout ça, c'est une chaîne de production, et le temps que ça se mette en mouvement, eh bien, le temps passe, et la production de logement est de plus en plus difficile à assurer. Et vous êtes dit optimiste en présentant vos résultats pour 2013, en même temps vous écoutez, on ne voit pas très bien où puiser votre optimisme. Je n'ai pas dit que j'étais optimiste sur le marché, sur la production de logement. Je parlais des résultats de Nexity. Nexity est dans une situation qui est bonne dans son marché. Quand le marché baisse de 30% et que Nexity baisse en production de 11%, on fait mieux que le marché, donc on est plutôt confortable là-dessus. Et notre situation financière et d'actionnariat nous permet de regarder sur le long terme. Donc on va par exemple augmenter les salaires dans notre entreprise et distribuer du dividende aux actionnaires. Je ne dis pas que les proportions seront totalement respectées entre les deux, mais chacun des différents partenaires de l'entreprise va trouver ces éléments. Une loi contre les licenciements boursiers, quelle est votre réaction, Alain Diner? Je ne peux pas du tout y être favorable, parce que d'abord, ça veut rien dire, les licenciements boursiers. Ça voudrait dire que le seul critère d'un chef d'entreprise, ça serait de regarder son cours de bourse. Je suis en tant que chef d'entreprise d'une entreprise cotée, avec 7000 personnes exerçant ce métier depuis 30 ans. Moi, le cours de bourse, cette année, aujourd'hui, il est très bon, demain, il sera peut-être autrement. C'est pas ça du tout qui pilote la stratégie de l'entreprise. Ce qui pilote la stratégie de l'entreprise, c'est est-ce que je suis capable d'avoir un produit à un prix qui soit compatible avec la capacité des gens à l'acheter. Et donc, pour que je puisse réduire les prix, réduire les prix, il faut que je trouve de la productivité, il faut que je trouve des terrains moins chers, et il faut que je trouve des marchés de travaux qui me permettent de fabriquer un produit moins cher. Est-ce que vous croyez lorsqu'il vous dit qu'il ne regarde pas son cours de bourse tout le temps? Non, je pense qu'un manager aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, a, je pense, une préoccupation, c'est celle du capital. Mais moi, ce n'est pas un reproche que le directeur d'une entreprise, qu'un actionnaire ait en partie son regard tourné vers le cours de la bourse, oui, mais il doit aussi l'avoir sur l'activité, il doit aussi l'avoir sur les conditions de vie de ses salariés, il doit aussi l'avoir sur le monde dans lequel il est. C'est pas exclusif, d'accord. Bien sûr que non. On peut regarder plusieurs fois par jour dans des lieux différents, ça ne me gêne pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment regarder partout. Et là où nous sommes, nous, en opposition, de manière frontale souvent, c'est quand l'argument ultime, c'est de dire, pour faire monter mon cours de bourse, pendant quelques instants, pour verser des dividendes à mes actionnaires, je vais supprimer une usine, un site, supprimer des emplois. Et ça, on pense qu'on a atteint les limites acceptables dans notre société. Nexity a augmenté son cours de bourse de 8% aujourd'hui, et je n'ai pas parlé à aucun moment de restructuration et de réorganisation, même si le marché est plus difficile. Comme quoi, ça peut se faire autrement aussi. Il nous reste très très peu de temps. J'ai encore 2-3 petites questions pour vous, Thierry Lepin. Peut-être d'abord, pour revenir sur la politique économique du gouvernement, enfin la politique du gouvernement, est-ce que vous voulez, puisque vous avez dit clairement qu'il fallait vous réclamez un peu ce virage à gauche, est-ce que vous êtes comme Jean-Luc Mélenchon, vous demandez implicitement le départ de Jean-Marc Ayrault ou pas? Non, jamais la CGT. Changement de politique, je ne vais pas ce qu'il incarne dans tous les cas. Jamais la CGT ne se prononce sur les premiers ministres, heureusement. Heureusement, ce que nous souhaitons, simplement, je l'ai dit précédemment, c'est que ce gouvernement fasse la politique pour laquelle il a été élu. On n'en demande pas plus. On n'est pas sur une stratégie de surenchère, voire d'illusion. On demande qu'il mette en place les mesures pour lesquelles il a été élu. Si déjà le président de la République et son gouvernement mettaient en place les objectifs qu'il s'est lui-même fixés, qu'il a proposés aux Français et qu'il l'ont accepté de manière majoritaire, on n'aurait pas une politique sociale, économique, financière comme celle qu'on a aujourd'hui. Donc on demande juste un respect des engagements pris. On a commencé cet entretien, je vous demandais s'il y avait de temps en temps, vous n'avez pas une politique un peu jusqu'au boutiste, là où vous avez répondu en disant non, ben voilà, on défend notre position. Là où on peut vraiment se poser la question, c'est lorsqu'on regarde ce qui se passe chez Prestalis. Je crois qu'il y a eu 24 grèves depuis le mois de septembre. À chaque fois, ça coûte 300 000 € pour les journaux. Alors vous me direz, il y a un plan de restructuration, mais il a déjà coûté assez cher. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, finalement, quand il n'y aura plus de presse écrite, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus de Prestalis, et du coup il n'y aura plus d'ouvriers, il n'y aura plus rien. Oui, c'est une situation dramatique
24 jours de grève et tout le monde s'en fout. Voilà. Bah non, Que ce pas, soit- pas, mais si, je vous le dis, moi, pas les lecteurs et je vous pas le la dis, presse moi, écrite. tout le monde s'en fout. Et c'est ça le problème dans lequel on est. C'est que plus personne ne veut payer la distribution aujourd'hui. Voilà. On nous a dit, on va se grouper. Il y a d'autres qui font ça aussi très bien, mais moins cher. Ça va être plus efficace. Bon, et on va créer des conditions pour que. On voit bien aujourd'hui que les salariés sont à nouveau contraints de se battre pour pouvoir être rémunérés et travailler dans des Mais conditions on sait que qui le sont syndicat du livre, acceptables. c'est un tout petit peu je veux dire, un petit royaume au sein de la CGT, mais est-ce que quand même, il y a pas, vous pouvez pas avoir une action sur eux, non, pour que, je sais pas, comment on débloque une solution. Bah, la solution, c'est d'ouvrir des négociations Mais entre ceux qui produisent des journaux et puis essayer de trouver les financements. Le problème aujourd'hui, c'est que personne ne veut payer le transport, la livraison des journaux. C'est ça la vraie question. Et on a bien vu que la publicité, aujourd'hui, est utilisée dans la presse papier, mais aussi dans les autres formes de presse. Et en cas de crise, le premier budget qui est supprimé, c'est le budget de la pub. Et donc forcément, tout le monde cherche à faire payer aux salariés des décisions qui leur sont imposées. Et c'est une vraie question qui mériterait Donc presque un débat. vous soutenez la position du syndicat du livre? Ah, mais bien sûr, oui, D'accord. bien sûr. Non, mais on peut se poser la question, Très ouvertement. J'en connais beaucoup d'entre eux qui, contrairement à ce qu'on dit, n'ont pas des salaires mirobolants, se lèvent la nuit pour aller livrer les journaux en début de journée. Beaucoup d'entre eux ont mal au dos le soir en se couchant et ils ont une vie qui n'est pas celle dont on peut rêver les uns et les autres. Merci beaucoup Thierry Lepant d'avoir Merci accepté à de vous. passer cette heure avec nous. On a balayé beaucoup de sujets d'actualité. Vous reviendrez, j'espère, nous voir quand l'actualité sociale le nécessitera. Merci beaucoup Alain Dina, président de Nexity. Donc bon résultat surtout dans le climat actuel. Merci d'avoir été avec nous.